J'ouvre tout de suite le second débat de ce Sens Public consacré au bras de fer entre Donald Trump et l'Europe sur les GAFAM, ces géants d'Internet dont les services rythment nos vies. L'Europe veut protéger nos données, nos droits. Donald Trump parle d'une attaque visant la technologie américaine. Comment résister au président américain? Avant d'en débattre, Audrey Vuettaz nous rappelle les raisons de ce conflit. Pour beaucoup, cette poignée de main symbolise la faiblesse de l'Europe, qui accepte à ce moment-là une surtaxe de 15% sur ses exportations aux États-Unis, au lieu de 4,8% jusqu'à présent. Nous sommes le 26 juillet, mais Donald Trump n'est pas assouvi. Un mois plus tard, il repart en croisade via un message sur son réseau Truth Social. En tant que président des États-Unis, je m'opposerai aux pays qui attaquent nos incroyables entreprises technologiques américaines. L'Amérique et les entreprises technologiques américaines ne sont ni la tirelire, ni le paillasson du monde. Dans son viseur, les pays qui régulent le secteur de la tech. Sa menace, leur imposer des droits de douane supplémentaires. L'Union européenne n'est pas clairement citée, mais elle est celle qui dispose de l'arsenal juridique le plus contraignant pour réguler les géants du numérique. On a mis des réglementations et ça le gêne. Et donc, bien évidemment, lui et tous ses copains oligarques de la tech font pression pour supprimer nos règles, nos lois. Et donc, il fait feu de tout bois puisqu'il ne connaît que le rapport de force. Et donc, faire feu de tout bois, c'est nous menacer, du coup, d'augmenter encore les droits de douane et de faire en sorte de négocier nos règles. Mais nos règles, elles ne sont pas négociables. Si Donald Trump utilise cette technique, c'est parce qu'elle a fonctionné en juin avec le Canada, qui a renoncé à sa taxe sur les services du numérique. Pour l'instant, l'Europe tient bon. Nous fixons nos propres normes, nous fixons nos propres règles. L'Europe décidera toujours par elle-même. Mais le doute s'installe. On a encore eu un exemple la semaine dernière qui m'a passablement énervé avec d'autres collègues parlementaires européens où, alors même que la commissaire à la concurrence, Teresa Ribera, s'apprêtait à rendre une amende très importante de 3 milliards, près de 3 milliards d'euros contre Google pour abus de position dominante, Ursula von der Leyen, par le biais de son chef de cabinet, ont décidé de suspendre la publication de cette sanction. Finalement, ça s'est fait quelques jours après, mais le signal est quand même très mauvais. On ne peut pas plier. Pour se défendre, l'Europe a pourtant des armes. Elle s'est dotée d'instruments anti-coercition pour lutter contre les menaces commerciales. Beaucoup estiment qu'il est désormais temps de s'en servir face aux États-Unis. Et on se demande si l'Europe va céder au chantage de Donald Trump avec Ophélie Coelho. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes spécialiste de la géopolitique du numérique, chercheuse associée à l'IRIS et vous publiez justement Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. C'est aux éditions de l'Atelier. Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, membre du parti LR, co-rapporteur au Parlement européen, quand vous étiez député européen, du Digital Services Act, dont on va beaucoup parler évidemment ce soir. Vous êtes également avocat. Boris Mananti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, chef du service économie du Nouvel Obs et vous m'avez glissé la une en arrivant consacrée à la faute fiscale d'Emmanuel Macron, le grand détournement, extrait du livre de Mathieu Aron, Caroline Michel-Aguirre. Je vais le garder, ça me donne envie de le feuilleter évidemment avec intérêt ce week-end. Vous auriez pu participer à notre premier débat d'une certaine façon. Bon, je vais démarrer avec un peu de pédagogie parce qu'il y a des termes qu'on va beaucoup utiliser dans ce débat. GAFAM, je pense que tout le monde connaît, mais on va rappeler que c'est Google, Apple, Facebook, qui était le nom initial de Meta, Amazon et Microsoft. Et puis, à propos de régulation, ces deux textes, ces deux lois européennes, DMA pour Digital Market Act, qui lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech américains, et puis le Digital Services Act pour responsabiliser, je vais trop vite, les plateformes sur les contenus et imposer la transparence des algorithmes. Pourquoi ces lois, c'est une question très simple, mais peut-être que la réponse ne l'est pas, sont-elles attaquées par Donald Trump, Ophélie Coelho? Parce que c'est toujours une atteinte en fait à la puissance américaine. Ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que les multinationales américaines sont des ambassadeurs de la puissance américaine. Voilà, c'est comme ça, que ce soit les acteurs de la tech ou d'autres acteurs. Et donc forcément, lui, son rôle, en tout cas la mission qu'il se donne, c'est aussi de les protéger en tant qu'entité représentant de la puissance américaine. Ouais. Vous avez, je le dis, travaillé sur ces textes, Geoffroy Didier, notamment en étant rapporteur du Digital Services Act. En quoi elle nous protège, en quoi elle protège les citoyens européens? Il faut bien comprendre qu'il y a une différence culturelle entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. La Chine, elle est dans le contrôle étatique de l'information.
Les États-Unis, c'est le premier amendement, est dans la liberté d'expression la plus absolue. Et nous avons un juste milieu au sein de l'Union européenne qui consiste à tenter de sécuriser la liberté d'expression en la régulant. Et donc nous avons mis en place au Parlement européen, sur l'initiative de la Commission européenne, la première régulation au monde des réseaux sociaux, précisément pour protéger les internautes, les usagers d'Internet, en exigeant des grandes plateformes numériques, qu'elles soient américaines, chinoises ou même européennes, qu'elles retirent les contenus manifestement illicites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la pédopornographie, les contenus terroristes, les menaces de mort, avec un principe très simple, Thomas Hugues. C'est que tout ce qui est illégal hors ligne doit le devenir en ligne. Vous n'avez pas le droit. Donc c'est pas liberticide, parce que c'est l'une des critiques qu'on entend. Non, mais en fait, il y a des adeptes de la liberté d'expression absolue qui ont tenté d'expliquer que toute régulation était une censure. C'est pas une censure. C'est la meilleure manière, justement, de protéger la liberté d'expression. Parce que dans la société dans laquelle on est, dans la rue, vous n'avez pas le droit de menacer de mort quelqu'un. Et si vous le faites, vous êtes interpellé et, je l'espère, condamné par la justice. Pourquoi est-ce que ce qui est illégal dans la rue, ce qui est effectivement sanctionné, serait toujours permis sous prétexte qu'on est derrière une adresse IP et un écran d'ordinateur et que ce serait une censure? Et j'ai bien vu d'ailleurs au Parlement européen, pendant les mois où j'ai travaillé comme co-rapporteur de ce texte, à quel point les GAFAM ont organisé des lobbies à coût de dizaines de millions d'euros et ont instrumentalisé les libertariens qui sont devenus les idiots utiles des GAFAM en expliquant qu'on devait jouir d'Internet en toute liberté et sans entrave. Mais vous savez, la meilleure manière de protéger la liberté d'expression, c'est précisément de l'encadrer et de la réguler. Et alors, il y a aussi la question de la transparence des algorithmes, Boris Malanty. Pourquoi c'est important de l'imposer aux géants d'Internet ? Je pense que le cas le plus flagrant qu'on peut citer, c'est le réseau social Twitter qui est devenu X.com, où l'algorithme a beaucoup changé. Et on voit désormais les contenus qui sont le plus mis en avant, le plus mis en valeur par la plateforme. On est plutôt quand même sur un penchant politique qui va vers une politique assez conservatrice, reflète son propriétaire Elon Musk. Et là-dessus, on a besoin de transparence des algorithmes pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'y passe et quels contenus sont valorisés et lesquels sont un peu plus cachés. Et c'est là qui est l'un des enjeux d'avenir, puisque ça va se poser, c'est une question qui va se poser sur les réseaux sociaux et à l'avenir sur les différentes robots conversationnels à base d'IA. Et alors, pourquoi on fait ce débat? Parce que Donald Trump a rallumé, a menacé et s'est lancé dans un bras de fer, voire un chantage. Il l'a fait sur son propre réseau social. C'était le 25 août dernier. Les taxes ou la législation sur les services numériques, j'espère qu'on a la citation, les réglementations sur les marchés numériques sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine. Si ces mesures discriminatoires ne sont pas supprimées, nous imposerons, on en revient aux taxes, aux droits de douane, des droits de douane supplémentaires substantiels. Ophélie Coelho, alors je vais reprendre la sémantique ou l'argument de Donald Trump. Est-ce que effectivement les législations que vous avez votées, elles freinent l'essor des GAFAM ou est-ce qu'elles favorisent des entreprises européennes, même s'il n'y a pas vraiment de concurrentes européennes du même niveau? En gros, est-ce qu'elles sont efficaces réellement pour restreindre le pouvoir de ces entreprises? Écoutez, c'est pas la première fois qu'il y a une amende. D'ailleurs, même ces dernières années, on peut à minima en voir 4 grandes, voilà, dont une sur Android, sur Google Shopping, sur AdSense. Donc voilà, au final, soit ils payent l'amende, soit l'amende est supprimée. On y reviendra sur l'amende Google, les 3 milliards, parce qu'on a prévu vraiment un chapitre là-dessus. Mais quand Trump dit ça nuit à la technologie US, ça peut nuire d'une certaine manière. Si tant est qu'on mette vraiment en place effectivement des moyens de restreindre le pouvoir de ces entreprises. Bon, dans les faits, moi, j'émets quand même un doute, même si c'est très bien d'avoir mis ces textes. Je pense que ces textes montrent une grande maturité en fait de la part du régulateur européen, quand même, un certain nombre de choses en fait qui sont mises en place. Mais à mon avis, il y a un élément essentiel qui est celui de l'audit. Parce qu'en fait, l'auditabilité du code est au cœur. On parle de la transparence. En fait, dans l'idéal, il faudrait avoir l'accès, que ce soit tout open source, en fait, que ce soit complètement ouvert. Sauf qu'on a des conflits de droits entre, d'un côté, le droit faut pas qu'on soit trop technique, mais alors je vais poser une question un peu de béotien, mais est-ce que c'est pas un secret de fabrication, l'algorithme, et donc on l'offre aux concurrents? Vous voyez ce que je veux dire? Conflit de droit, c'est-à-dire entre droit du numérique et droit de propriété intellectuelle, industrielle, etc. Donc on a effectivement un souci là-dessus. Donc finalement, tant qu'on
qu'on n'a pas en fait la possibilité de vraiment voir comment sont fabriqués les produits, etc., à mon sens, il y a quand même un défaut en fait dans le droit du numérique assez intrinsèque. Donc bon, voilà, voilà. Et puis par ailleurs, dernière chose que je rajoute, est-ce que il y a aussi les leviers de négociation qu'on peut activer en Union européenne en fait pour contraindre en fait, pour vraiment faire respecter ce droit du numérique face à des États-Unis qui vont au contraire vouloir protéger à tout prix leurs acteurs. Est-ce que c'est un combat de souveraineté ou d'intérêt économique aussi, Geoffroy Didier ? Oui, mais il faut bien comprendre que les textes que nous avons conçus et votés à la majorité ne sont pas du tout faits contre les États-Unis. Et d'ailleurs, ils s'adressent à des plateformes numériques américaines, peu en Europe, comme vous l'avez effectivement malheureusement souligné. On n'a pas de géant européen. Et chinoises, qu'il s'agisse de TikTok ou qu'il s'agisse sur les pratiques anticoncurrentielles avec l'autre texte fondamental qui est le DMA, sur Temu et sur d'autres Shine et d'autres grandes entreprises. Ce sont des entreprises, qu'elles soient américaines, chinoises ou autres, qui sont devenues aussi puissantes que des États et qui n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire n'importe quoi. Internet est devenu un Far West où tout est permis et où rien n'était interdit. Et c'était le seul endroit encore qui restait où on faisait ce qu'on voulait, faisant fi de toutes les règles fondamentales. Ça a vraiment changé depuis que ces lois ont été votées. Ça a changé. Le jour où on a interdit les vols de sac à main, ça n'a pas supprimé les vols de sac à main. Mais ça les a sanctionnés et donc ça les a freinés. C'est la même chose avec le DSA. C'est nouveau. C'est vrai que ça a exigé aussi de la part des institutions européennes, des autorités de réglementation chargées de veiller au respect de ces règles, de s'organiser. En France, c'est l'ARCOM. Et ça oblige aussi toutes ces plateformes numériques à s'organiser, à plus de transparence. Je vous assure, c'est fait pour nous protéger, nous, enfants et parents, internautes, usagers. Ça sécurise la liberté d'expression. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est assez raccord. Il y a un choc culturel. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal qu'un ancien député européen, qu'un habitant du continent européen soit sur l'idée d'une vertu de la régulation, d'une vertu de l'introduction d'un certain nombre de pressions du public dans les intérêts privés. C'est totalement antinomique et incompréhensible pour un Américain en général et a fortiori pour Donald Trump. Donc après, moi je suis tout à fait d'accord. Tout le monde trouve que c'est vertueux, les progrès qui ont été faits, notamment à l'initiative de Thierry Breton sur un certain nombre de régulations et de dire qu'il fallait assumer un rapport de force, mais ça vaut pour tous les domaines. Il faut arrêter de se vivre comme un espèce de petit enfant face à Donald Trump. Ça vaut pour la négociation commerciale et on sent très bien qu'il y a une difficulté entre la capacité à mettre sur la table des textes qui sont pertinents et la volonté ou le volontarisme politique pour les porter de façon frontale. Et là, on est quand même... ça pose la question, parce que là, on est de nouveau dans un bras de fer, une forme de chantage de la capacité de l'Europe à y résister ou pas, Geoffroy Didier. Oui, mais... Quand on a mis en place le DSA, et quand j'étais l'un des co-rapporteurs, j'ai travaillé avec Google, j'ai travaillé avec Meta, qui savait pertinemment que de toute façon, il fallait qu'elle soit régulée un jour et qui en avaient beaucoup profité jusqu'ici, mais qui ont compris l'intérêt aussi quand même d'une régulation. C'est quand ils étaient démocrates. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que les patrons de Google, les patrons de Meta ont vu que Donald Trump, lui, tentait d'instrumentaliser cette régulation pour en faire un levier de négociation et de rapport de force avec l'Europe. Et donc, ils se sont engouffrés dans la brèche aussi, se disant finalement, si grâce à Donald Trump, on supprime cette régulation, pourquoi pas. Mais il n'y a rien d'anti-américain dans l'esprit de cette régulation. J'ai bien entendu l'argument, la volte-face politique des patrons des géants de la tech américaine. On va en parler dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on se concentre un peu sur la question des sanctions, parce que s'il y a eu ces textes, ils sont appliqués, il y a un certain nombre de sanctions, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Aujourd'hui, on a appris que Microsoft échappait à une amende de la Commission européenne pour abus de position dominante, parce que la multinationale, elle a un peu montré patte blanche. On va voir tout de suite avec Stéphane Duguay ce qui se passe pour Google. Stéphane, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Google qui a donc été condamné, rebonsoir, à une forte amende, c'était ce 5 septembre. Une amende d'un montant de 2,95 milliards d'euros pour Google, infligée en plein bas de fer entre Donald Trump et l'Union européenne sur les droits de douane. Mais sur le fond de cette affaire, la Commission européenne a estimé que Google avait abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. Alors si la Commission européenne s'en mêle, c'est parce que c'est elle qui contrôle la concurrence sur le marché européen et sa décision a été motivée par les règles qui organisent cette concurrence.
une concurrence qui doit être libre et non faussée. La Commission européenne reproche à Google d'être en conflit d'intérêts. Exactement, c'est un peu technique, mais pour faire simple, Google vend des espaces de publicité en ligne, c'est les rectangles publicitaires que vous voyez quand vous êtes sur des sites web, sauf que Google dispose aussi de régies publicitaires qui achètent ces espaces, et les régies de Google étaient favorisées par Google, ce qui avait pour conséquence d'augmenter les prix de ces services d'après la Commission européenne. Et donc cette pratique anticoncurrentielle a été sanctionnée après une plainte du Conseil des éditeurs européens. Oui, c'est une organisation qui regroupe plusieurs patrons de médias européens et du monde entier, comme le New York Times ou le Guardian. Leur plainte a été déposée en 2021 auprès de la Commission européenne. Sans surprise, Google a fait appel de cette amende, une amende que le groupe juge injustifiée. Et si elle atteint 3 milliards d'euros, c'est parce que Google n'en est pas à son coup d'essai, en quelque sorte. Oui, c'est l'explication, en tout cas, qu'a donnée la commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera. Conformément à notre pratique habituelle, nous avons augmenté l'amende infligée à Google, puisque c'est la 3e fois que l'entreprise enfreint les règles du jeu. Mais la Commission ne veut pas s'arrêter là et demande aux géants numériques, en plus de cette amende, de mettre fin à son abus de position dominante dans ce secteur. Et comment Google peut ou doit s'y prendre ? Alors ça pourrait être, par exemple, la revente de ses activités publicitaires, mais la Commission ne demande encore rien de très précis à Google. Elle a seulement donné 60 jours à l'entreprise pour modifier ses pratiques. Google reviendra donc d'ici le 4 novembre vers la Commission avec un plan viable. Voilà ce que dit Teresa Ribera. Elle ajoute que dans le cas contraire, la Commission n'hésitera pas à imposer un remède approprié, c'est-à-dire des sanctions plus forte, d'autant que Google avait déjà été condamné 2 fois à des amendes en 2017 et en 2018, des amendes de plusieurs milliards d'euros pour abus de position dominante déjà et pratiques anticoncurrentielles dans d'autres secteurs. Ouais, merci beaucoup Stéphane. 3 milliards d'euros. Bon, qu'est-ce que ça représente, Maurice Malanty, pour Google ? C'est peanuts. Bah ouais. C'est bien le problème. Ouais. Il y a eu 4 condamnations depuis 2017 de Google. Au total, on est à 11 et quelques milliards. Si on prend uniquement les revenus nets, ce qu'ils ont touché depuis 2017, c'est même pas 2,5% de tout ce qu'ils ont gagné. Donc, ça vaut le coup d'être en position de monopole et de se faire un tout petit peu taper sur les doigts. Ce qu'ils ont réussi à éviter, et ils l'ont évité aussi aux États-Unis, c'est qu'on vienne un peu plus mettre le nez dans leur organisation et qu'on leur impose une séparation de certaines activités. Il y avait un gros enjeu aux États-Unis, ça a été... Joe Biden était très actif là-dessus pour que Android, Chrome se séparent un petit peu chez Google. Ça n'a pas eu lieu. Là, au niveau de la Commission, il n'y aura pas du tout de séparation pour l'instant de l'entreprise. Donc, c'est une petite tape sur les doigts. Ouais. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Ophélie Coelho, c'est sur l'efficacité finalement des lois que vous avez votées et des sanctions qui sont appliquées depuis, quand on dit, alors on entend 3 milliards de dollars, on se dit pas non quand même, mais c'est vrai qu'ils sont à 350 milliards de chiffre d'affaires, c'est ça, donc bon, on peut considérer que c'est pas énorme. Est-ce qu'il y a malgré tout, là, un processus, ce que nous disait Stéphane à l'instant, de négociation, d'évolution possible de Google dans ces pratiques jugées anticoncurrentielles? En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction effectivement de Google, sachant que il y a quelques années, 2-3 ans déjà, quand avait commencé à se poser cette question-là, en fait, justement de la bourse publicitaire ADX, ils avaient, si je me souviens bien, proposé eux-mêmes en fait de décorréler en fait de céder, de faire une cession d'actifs sur ADX. Donc en fait finalement, donc cette régie publicitaire peut appartenir à quelqu'un d'autre, c'est ça ce que faut comprendre, d'accord? Proposé eux-mêmes, c'est même une solution en fait qui a été proposée, qui est dans les tuyaux aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant parce que effectivement le démantèlement logiciel et administratif, on peut se dire que c'est vraiment ça qu'ils veulent éviter. Et d'ailleurs pour Chrome, ils voulaient l'éviter à tout prix parce que c'est vraiment important, ça jouerait énormément en fait. ADX, c'est peut-être un élément, une brique qui, si elle est isolée toute seule, ne suffit pas à peser réellement sur le monopole publicitaire. Déjà parce que ce sont des outils qui, dans les métiers, dans la profession, sont quand même très dominants dans les pratiques et qu'en plus, il y a quand même en face, double-clic, excusez-moi, mais il y a l'autre brique importante en fait dans cette affaire, c'est double-clic. C'est quoi double-clic? Du coup, c'est en fait, c'est l'autre côté, c'est côté publisher, donc pour la publication, éditeurs, voilà, pour les éditeurs, exactement. Côté éditeur, en fait, cette brique-là serait
assez intéressante justement en cession d'actifs, et pour l'instant c'est pas la question du tout dans l'amende prévue. Oui. Sur le point du moi je trouve que c'est intéressant parce que culturellement, moi je me souviens dans les cours d'histoire, on nous expliquait qu'aux États-Unis il y avait une vraie culture de la concurrence et que le démantèlement était une arme de la puissance publique, et même culturellement. C'est arrivé dans l'histoire américaine, il y a eu des trusts qui ont été. Il y a des géants, et là on se rend compte qu'on a changé d'époque effectivement par l'ampleur de monopoles qui sont non plus simplement à l'échelle des États-Unis, mais des monopoles mondiaux et des outils en fait de la puissance américaine, et que la culture américaine s'est complètement renversée là-dessus. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, au même titre que la toute-puissance américaine, elle passe par différents canaux, et notamment celui-là. Donc la puissance publique, en fait, n'a plus tellement besoin, ou plus tellement la velléité de vouloir le contrôler. Mais c'est vrai qu'on entend parler depuis des années de l'idée de démanteler, ou en tout cas de segmenter ces activités qui sont devenues des espèces de pieuvres absolument protéiformes, donc cachées derrière des jolis logos, des jolis habillages. Mais effectivement, historiquement, il serait absolument naturel que les États-Unis démantèlent un certain nombre de ces géants. Mais est-ce que c'est un objectif de l'Union européenne, de faire en sorte que ces positions, la monopolistique, soient affaiblies? D'abord, je voudrais dire quand même que j'ai une différence avec vous, monsieur. Je pense que 3 milliards d'euros, de dollars, c'est pas rien. C'est pas rien pour une entreprise comme Google. D'abord parce que ça fait 11 milliards avec l'ensemble des amendes. Des sanctions. Oui. Une entreprise qui fait 350 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 3 milliards, on fait beaucoup de choses. Donc, je crois que, d'abord, et puis ces entreprises-là, elles aiment l'argent, elles ont le sens de l'argent, donc ça ne les intéresse pas du tout d'avoir 3 milliards d'amendes, voire encore 11. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez où vont les 3 milliards? Oui, allez-y. Ils vont dans le budget de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand Google, oui, mais c'est intéressant, notamment pour nous contribuables. Et donc ça peut revenir, ça allège la charge des contribuables et ça renforce l'Union européenne. Donc ça aussi, ça embête Google. J'entends votre argument, Geoffroy Didier, mais est-ce que c'est suffisant pour casser la position dominante de ces groupes, quoi? Le DSA considère que il faut frapper au portefeuille ces entreprises. C'est la seule manière de les faire bouger et qu'elles finissent par jouer le jeu. Donc on a prévu des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, ça commence à devenir beaucoup, et on a même prévu, en cas de dernier recours, la possibilité d'interdire ces réseaux sociaux sur le marché européen. Donc vous voyez, en fait, on a mis les moyens, parce qu'on sait pertinemment qu'en réalité, la seule manière de résister à des entreprises, encore j'insiste, aussi puissantes que des États, c'est de les frapper au portefeuille, de frapper leur réputation, voire de les interdire sur le premier marché de consommateurs au monde, qui est l'Union européenne. Donc, je pense que c'est important. On en est encore très loin, quand même. On en est encore très loin. Ça, c'est une théorie qui ne prend pas en compte la réponse américaine. Oui. C'est-à-dire que si on gagne 3 milliards, mais qu'on en perd 10 dans le droit de douane... Mais attendez, mais est-ce qu'il faut supprimer pour autant les régulations? La politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. C'est complexe. Dans l'accord douanier qui a eu lieu entre Mme von der Leyen et M. Trump fin août, il a été dit que l'Union européenne et les États-Unis lèveraient tous les obstacles injustifiés au commerce électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait. Rien. Bon. Donc en fait, tout ça va durer longtemps. Ça a tenu quoi? Même pas un mois. Ce combat-là va durer longtemps. Ouais. Et moi, j'invite l'Union européenne, tout en étant respectueux des économies des autres continents, à s'inscrire dans un rapport de force, à se faire respecter, à imposer des règles, à ne pas se laisser impressionner et à organiser sa souveraineté industrielle, stratégique. Alors, et numérique. Là-dessus, tiens, je vous propose d'écouter une députée européenne Renaissance, c'est Stéphanie Yon-Courtin qui dit, voilà, à nous de ne pas céder et d'utiliser des instruments d'anti-coercition. Regardez. C'est à nous de mettre en place ce qu'on appelle les instruments d'anti-coercition. On en a, il y a des instruments qui existent, mes collègues en charge de tout ce qui est commerce international le disent, il faut le faire. On a aussi une taxe GAFAM qu'on va, nous, Parlement européen, elle l'a dit, Ursula von der Leyen, être amenés à voter cet accord de libre-échange entre l'union commerciale, ce traité commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, moi, je souhaite qu'on demande à la Commission d'avoir des garanties qui conditionneraient notre vote pour justement cet accord commercial qui est loin d'être entériné, puisqu'elle l'a négocié sur un coin de table. Puisqu'on est dans un bras de fer ou dans un chantage, Boris Manonti, quelle est la capacité de l'Europe à résister, d'après vous, à cette pression de Donald Trump? Je pense assez puissante, ça a été dit, on est quand même on reste un gros marché, on ne doit pas se faire imposer des règles immédiatement. Et on commence à avoir les premiers signaux faibles, je dirais, un regain de souveraineté, d'une préférence européenne. On va avoir là
des subventions pour les véhicules électriques dotés de batteries européennes. Il y a toujours cette ambition d'aller vers des marchés publics privilégiant les entreprises européennes. C'est une vieille marotte. Cette idée de Buy European Act, est-ce que ça arrivera un jour? Ça met du temps, c'est un petit peu lent. Mais en face, on a une politique commerciale des droits de douane qui est assez erratique. Je pense qu'il ne faut pas chercher de rationalité. Donald Trump défend ses champions. Ce qu'on appelle les 7 mercenaires, c'est-à-dire les GAFAM, les 5 GAFAM, plus Tesla, Nvidia, c'est leur valeur d'entreprise en bourse, c'est 60% du PIB américain, donc c'est devenu leur champion. Ils font tout pour les défendre et c'est assez logique. Avec une autre dimension quand même, Ophélie Coelho, qui est notre usage des réseaux sociaux et des services que ces géants d'Internet, enfin, ça a pris une telle place dans nos vies qu'on va vous dire, on va peut-être pas aller jusqu'à l'interdire, même si ça fait partie de l'arsenal. Bon, on est d'une certaine façon dépendant de ce qu'ils nous proposent. Alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, là où il faut quand même peser les choses et le rapport de force, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la petite couche de sucre au-dessus du millefeuille. Non, en réalité, le vrai problème, c'est notre dépendance technique aux infrastructures logicielles, un certain nombre de composants, en fait. Et puis bon, on a aussi d'autres dépendances technologiques ou en ressources aux États-Unis. On pourrait parler, on me rappelait il n'y a pas très longtemps, le GPS. On peut parler évidemment du gaz de schiste, enfin du GPL américain. Il y a plein d'autres leviers. En fait, la douane, les tarifs en fait, douaniers sont vraiment juste le premier petit bras de fer. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent venir. Et puis, il y a aussi notre dépendance au dollar. Enfin bon, voilà. Il y a pas mal de choses qui peuvent aussi peser dans la balance et qu'il ne faut pas oublier dans le rapport de force quand même, avec une dépendance historique assez forte. Et je voulais juste revenir sur la question du démantèlement tout à l'heure, parce que je trouve ça passionnant. À mon sens, on ne démantèle pas un logiciel comme on peut le faire avec un réseau télécom ou de rail, en fait. Et c'est vraiment ça qui est très, très, très intéressant entre réseau ferroviaire, réseau télécom et logiciel. C'est pas du tout la même chose. Et la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est aussi parce que c'est complexe, mais parfois aussi inopérant. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé à l'évoquer, mais on va y consacrer quelques minutes quand même, c'est que les patrons des GAFAM ont fait allégeance envers Donald Trump. Alors, je vais vous proposer de revoir une séquence quand même assez dingue lors du dîner avec les gens de la tech à la Maison-Blanche le 5 septembre dernier. On y voit le patron de Meta, donc c'est l'ancien Facebook, Mark Zuckerberg, comment dire, obséquieux avec le président américain. Combien pensez-vous dépenser au cours des prochaines années? Je pense que cela représentera probablement quelque chose comme, je ne sais pas, au moins 600 milliards de dollars jusqu'en 2028 aux États-Unis. Oui. Puis alors un peu plus tard, il va s'excuser auprès de Donald Trump parce qu'il dit « j'étais surpris par la question, j'avais pas prévu le chiffre ». Enfin bon, voilà, c'est assez révélateur quand même. Cette scène, elle vous a fait réagir évidemment, Jonathan. Je pense qu'elle a été considérée quand même ahurissante par beaucoup de monde, moins parce qu'elle l'apprend de nouveau que le fait de l'avoir sous les yeux. Cette espèce de scène de soumission, de flagornerie. On voyait Tim Cook dire merci 50 fois de suite à Donald Trump. Enfin voilà, on avait vraiment l'impression d'avoir un petit groupe d'enfants qui disaient merci au Père Noël. Donc je trouve qu'il y a quelque chose. On découvre pas évidemment la bascule, mélange de cupidité, d'idéologie, c'est toujours difficile à dissocier. Il y a sûrement des nuances d'un patron à l'autre, mais voilà, ils ont quand même pendant longtemps la Silicon Valley vue d'Europe était quand même plutôt vécue comme une terre démocrate, en tout cas cette culture du bien, on va dire pour les choses un peu grossièrement. Et voilà, la dernière campagne a clairement montré que voilà, il y a une consanguinité évidente pour voilà différentes raisons entre le pouvoir de Trump tel qu'il s'exerce aujourd'hui, donc la puissance publique américaine, le projet politique de Donald Trump et les intérêts privés. On rappelait le poids que ça représente dans le PIB américain. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est assez inédit, en tout cas dans la façon dont on voit les choses crûment. Oui, on l'a évoqué évidemment depuis le début de ce débat, l'enjeu de la souveraineté numérique de l'Europe. Oui, parce que la Silicon Valley et ces géants-là, donc ces géants mondiaux, sont un outil pour l'Amérique. C'est-à-dire c'est un outil de la domination face à l'Europe, certes, face à la Chine, évidemment. Et dans l'esprit de Donald Trump, l'innovation technologique, c'est une arme de domination, le bras armé culturel, industriel de l'Amérique. Donc pour l'Europe, on l'a dit, c'est un défi aussi important que la souveraineté militaire, dont on parle beaucoup avec la guerre en Ukraine, la souveraineté énergétique que vous évoquiez avec le GBL. Et jusque-là, la Commission a surtout, alors ça c'est ce que je disais un petit peu à Geoffroy Didier juste avant, mais une posture défensive. C'est-à-dire c'est pas mal d'être défensif, mais voilà, réguler, c'est trouver le moyen d'essayer de limiter les voies d'eau, d'essayer de limiter l'impact. C'est ce qu'a porté Thierry Breton, je le rappelais, mais on sent bien que l'enjeu aujourd'hui, et c'est un enjeu qui est vertigineux,
vertigineux, c'est lever notre dépendance aux GAFAM, plus de 260 milliards quand même dépensés par les entreprises françaises auxquelles sont facturés un certain nombre de services. Ça va très au-delà du bonbon des réseaux sociaux, c'est intrinsèquement les administrations publiques et toutes les entreprises. Donc là, il y a un enjeu qui est même au-delà d'être économique et géostratégique. Mais on l'a dit, l'Europe a pour l'instant échoué à faire naître une alternative aux GAFAM. Voilà, c'est vrai dans le domaine de la technologie, c'est vrai dans pas mal de domaines. On ne va pas dire qu'il suffirait d'un coup de baguette magique ou simplement du volontarisme pour que l'Europe se passe de Google, de Microsoft, d'Amazon et des principaux réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Et en même temps, il y a urgence à ce que les acteurs européens passent conjointement à l'offensive. Donc ça se fera par des petits pas. On a vu qu'Airbus a quand même réussi à voir le jour il y a maintenant quelques décennies et qu'on tient largement la dragée haute à Boeing, qu'on domine de la tête et des épaules aujourd'hui. Donc ça peut exister pas de façon absolument généralisée, mais sur un certain nombre de points. Et c'est un peu, encore une fois, volonté de voir le verre à moitié plein. Ce qui s'est passé autour de Mistral ces derniers jours, par exemple, on a suivi la rumeur, Mistral devait être acheté ou pouvait être acheté pour 6 milliards d'euros. Entreprise française d'intelligence artificielle. Le fleuron de l'intelligence artificielle, qui a un outil conversationnel qui s'appelle le chat, qui est un peu l'équivalent de ChatGPT. Pendant toutes ces dernières semaines, on avait le sentiment que l'ogre Apple était sur le point d'acheter pour 6 milliards d'euros. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu un rapprochement intra-européen avec une entreprise que le grand public ne connaît pas, qui s'appelle ASML, qui est la première entreprise de technologie européenne, qui a mis 1,3 milliard sur la table, qui a pris 12% du capital. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc d'un côté, c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et en même temps, il faut être lucide, ça reste une goutte d'eau pour avoir l'ordre de grandeur. La valorisation de OpenAI, donc ChatGPT et beaucoup d'autres choses de services aux entreprises, c'est 300 milliards de dollars. Et de l'autre côté, Mistral, même boosté par ce nouvel allié européen, c'est 10 milliards. Oui, on va reparler de l'intelligence artificielle, ce sera notre dernier chapitre, il nous reste une dizaine de minutes, mais sur le lien quand même, Donald Trump et Silicon Valley, et géants de la tech, je viens de vous entendre l'un et l'autre, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je commence avec vous, Boris Malanti. Si Zuckerberg n'y va pas, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Il a à perdre face à un Donald Trump qui va imposer une potentielle régulation. Il l'avait évoqué sur les iPhones, par exemple, si on prend le cas d'Apple, qui était un peu plus tempéré sur l'abandon de toutes les politiques RSE dans son entreprise. Il avait évoqué des droits de douane assez importants pour finalement se rétracter face à la bonne volonté, si je puis dire, de Tim Cook. Le risque, effectivement, c'est de se prendre des droits de douane et de menacer son propre business. Donc il faut suivre le roi Donald Trump et lui prêter allégeance comme on l'a vu. Dans toute cette tablée, il manquait quand même un des patrons majeurs, qui est Elon Musk. Oui, évidemment, parce que leurs relations se sont légèrement rafraîchies. Un peu la même question, à quel point les GAFAM dont on parle depuis le début de ce débat sont aujourd'hui dépendantes ou alors au contraire en recherche de cette ombrelle du président américain? Il y a une codépendance, c'est-à-dire que les États-Unis eux-mêmes sont quand même très dépendants de leurs grands acteurs technologiques, ceux-là, mais aussi plein d'autres qu'on ne connaît pas, qui travaillent pour les départements de la défense américaine. Donc il y a une codépendance, mais effectivement ils ont tout intérêt à montrer une union. Notamment aux médias et au regard du monde, pour montrer que justement Trump sera aussi derrière eux pour les protéger. S'il y a une codépendance, il pourrait résister un peu plus quand même. Oui, mais à Donald Trump. Oui, mais en fait, finalement, il y a une résistance. Quand vous voyez que, par exemple, Google ne sera pas démantelé sur la partie Chrome, en fait, dans les coulisses, en réalité, il y a une résistance qui affaiblit les tentatives de l'État américain de réguler ses propres acteurs. Tant qu'ils investissent aux États-Unis, il n'y aura pas de régulation. On a vu qu'une des premières annonces, c'était les 1700 milliards d'investissements made aux États-Unis par l'ensemble des acteurs. On voit que Zuckerberg est interrogé là-dessus. C'est combien vous mettez pour relocaliser ou pour développer de l'activité aux États-Unis. Trump, tant qu'il sera en tout cas cette espèce d'assurance que c'est aux États-Unis que ça se passe en majorité. Bon, il va regarder ça d'un peu loin. On est dans un bras de fer géopolitique, c'est ce que vous racontez dans votre livre, évidemment, Philippe Couillon. Avec une autre dimension, si je peux me permettre. Là, ce à quoi on assiste, de toute façon, c'est une conséquence naturelle, organique, quasiment de l'économie de marché. En fait, on a vraiment une concentration des pouvoirs autour d'une minorité d'acteurs qui concentrent richesse et pouvoir. Bon, voilà, maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait, nous, qui ne sommes pas dans cette minorité, pour agir. Et alors, je vais être volontairement provocateur, Geoffroy Didier. Si on veut éviter que ces géants d'Internet se jettent dans les bras de Donald Trump, il faudrait au contraire être hyper accueillant en Europe. Oui, et puis surtout qu'on innove. Mais vous savez, quand on a terminé les négociations du DSA, ça a duré une nuit. Le lendemain, on a eu des tweets de Barack Obama
Hillary Clinton, donc démocrate, qui disait c'est formidable ce qui vient de se passer, c'est historique, il faut que le Congrès américain fasse la même chose. Donc si les patrons des GAFAM sont devenus, le soir de l'élection de Donald Trump, de progressistes à conservateurs en une soirée, c'est qu'ils ont bien compris leurs intérêts et ils ont fait fi de leur idéologie pour s'inscrire dans des intérêts croisés, intérêts politiques pour Donald Trump, intérêts économiques pour les GAFAM. Donc face à cela, c'est de bonne guerre. Moi je comprends qu'ils se liguent entre eux pour faire valoir leurs intérêts économiques et politiques. Eh bien, soyons des acteurs nous-mêmes de cette offensive. Encourageons les Mistral, créons d'autres Mistral, innovons. On ne peut pas uniquement réguler. Mais réguler, on ne le fait pas par plaisir, on le fait par nécessité. C'est un très beau succès entrepreneurial. On est tous ravis qu'il y ait Mistral. Hein. Mais effectivement, Jonathan le rappelait, ça reste quand même encore une petite entreprise. Et alors, donc la question qu'on peut poser, je vais vous donner la parole, mais sur ce que peut faire l'Europe, ou d'ailleurs la France, hein, puisque c'est une entreprise française, pour qu'elle grandisse encore plus. Déjà consommer européen. Non, mais oui. Et est-ce que les lois que vous avez votées, ça favorise une entreprise comme celle-là, ou au contraire, ça la freine? Non, ça ne la favorise pas, ça ne la freine pas, et on ne le fait pas pour ça, on le fait par nécessité, pour protéger les usagers, les internautes. Et parallèlement à cela, il faut qu'on mette en place des investissements publics, des investissements privés, qu'on encourage les entreprises européennes pour créer cette souveraineté. Ça se passe la même chose en intelligence artificielle. On a commencé à réguler l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas pour la freiner, c'est aussi pour l'encourager, c'est pour lui permettre de fonctionner dans un environnement sain et équilibré. Vous voyez, on n'est pas là uniquement pour voter des lois pour le plaisir de les voter, on le fait quand c'est nécessaire pour protéger certains droits fondamentaux, mais parallèlement, on veut aussi encourager les acteurs économiques à s'émanciper, à s'épanouir en Europe. Bien évidemment que c'est la nécessité absolue aujourd'hui. Vous citiez effectivement une réglementation sur l'IA, époque Thierry Breton, quand il était commissaire européen au marché intérieur. On l'écoute, ça date de 2023, je crois, décembre 2023. Nous sommes les premiers à établir un cadre contraignant mais équilibré pour les grands modèles d'intelligence artificielle, les modèles d'IA à usage général, afin de promouvoir l'innovation tout au long de la chaîne de valeur de l'IA. Nous avons également convenu d'une approche à 2 niveaux, avec des exigences de transparence pour les modèles d'IA à usage général et des exigences plus strictes pour les modèles puissants ou très puissants, ayant un impact systémique sur l'ensemble du marché unique de l'Union européenne. En écoutant ça, je me dis à quel point c'est daté. Vous voyez ce que je veux dire ? La puissance de l'IA, l'accélération est telle que décembre 2023, une loi qui a été votée à cette époque-là, elle est déjà caduque par rapport au fonctionnement du secteur ou pas, Boris Marlanti ? Plus ou moins, ça va dépendre un peu des sujets sur lesquels on va sur l'IA. Un des enjeux du moment que sont les robots conversationnels qui prennent des formes maintenant qu'on appelle de compagnons. C'est ça. Il y a eu certains cas tragiques de suicide, de personnes qui se sont fait conseiller par les IA de se suicider. Qui est assez horrible. La loi le prévoit prévoit d'imposer une prévention, par exemple. Et ça n'était pas le cas à l'époque et ça se met en place maintenant. Donc tout n'est pas daté, mais si on revient sur la capacité d'innovation, la difficulté pour moi, c'est qu'on est face à des entreprises, des géants américains, qui sont dans des stratégies de prédation. On a eu le cas de Mistral, mais Microsoft rachète toutes les pépites d'IA, pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier, débourse des milliards de dollars pour que la moindre petite innovation qui va poindre quelque part revienne chez lui. Et donc il y a des stratégies de prédation pour maintenir des positions dominantes et des grands monopoles qui perdureront dans le futur, peu importe les innovations technologiques. Je ne suis pas sûr que la course à l'hyperpuissance en matière d'IA soit la meilleure solution, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment, que ce soit de la part des États ou des entreprises. Que pèse une entreprise française comme Mistral AI dans cette course à l'hyperpuissance ? C'est un Lilliputien ou il y a encore une chance de faire naître un géant européen ? En fait, je suis désolée, je vais redéplacer la question. Mais allez-y, j'ai le droit de poser de mauvaises questions. Non, elle est bonne, mais en fait, je pense qu'il faut sortir un petit peu, enfin, à mon sens, l'idée n'est pas forcément de créer un géant, mais déjà de répondre à une question simple qui est effectivement de protéger. En fait, de protéger et d'avoir des alternatives. Et c'est ça qui est important avant tout. De proposer aux citoyens, aux consommateurs des alternatives. Oui, aux citoyens et à d'autres, ailleurs. En fait, pourquoi pas. Et à ce moment-là, on verra. Mais la valorisation, ça ne doit pas être une course à la valorisation en bourse. Voilà, il ne faut pas forcément rentrer dans ce jeu de surenchère. Alors, j'ai mal posé ma question. Est-ce qu'il y a besoin de dépenser, de mettre sur la table énormément d'argent, que ce soit les États ou les entreprises, pour être concurrentiel en matière d'IA générative ?
Pas forcément. Pas forcément. Bah non, pas forcément. Après, en fait, ça dépend vraiment. Ça dépend de quoi on parle, en fait. Ça dépend de quoi on parle. Parce qu'on parle évidemment du sujet le plus grand public qui est l'IA générative. Oui. Mais quand on regarde les business models, que ce soit chez Mistral ou chez OpenAI, c'est pas du tout ça ce qui fait leur business. C'est, pour reprendre l'expression sur les réseaux sociaux, c'est le bonbon. Enfin, donc c'est évidemment un enjeu démocratique, en revanche, parce que ça va être la principale source d'information pour toute une génération. Déjà en train de parce qu'on voit bien que l'IA à la sauce Musk, elle n'est pas exactement pareille que l'IA à la sauce Mistral et qu'il y a des biais cognitifs, des biais idéologiques. Musk étant peut-être sûrement d'ailleurs l'exemple le plus qui concentre tous les risques. C'est-à-dire que c'est l'hyperpuissance, le projet idéologique très consubstantiel à celui de Donald Trump ou de Jill Evans. Voilà, on a une volonté d'avoir de l'impact sur les sociétés européennes et sur les processus démocratiques européens. Voilà, c'est sûrement celui qui pose le plus de problèmes parce qu'il a les moyens. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres sur ce que la rémunération de Tesla qui lui est proposée pour les années qui viennent. On est dans des trucs qui sont pharaoniques. On parle de centaines de milliards de dollars quand même. Donc voilà, là, je pense que c'est le syncrétisme de ce qui doit nous inquiéter. Après, effectivement, on peut se dire qu'en fonction des alternances politiques aux États-Unis, il suffirait que les démocrates reviennent au pouvoir pour que tout d'un coup, un certain nombre de ces acteurs aussi embrassent un peu moins l'idéologie républicaine. Dans la réponse de Zuckerberg, c'est 600 milliards jusqu'en 2028. Oui, c'est très timé. C'est la fin du mandat de Donald Trump. Je repose, on va conclure là-dessus, Geoffroy Didier, la question finalement de la réponse de l'Europe là, à ce chantage que Donald Trump est en train de faire. Est-ce que les précédentes négociations sur les droits de douane vous rendent pas un peu pessimiste sur la capacité à résister ? Pessimiste, non, parce que quand on est un responsable public, on n'est pas pessimiste, on est offensif, on est volontariste, on n'est pas naïf. Et il faut que l'Europe arrête d'être les naïfs de la mondialisation, qu'on se défende et qu'on encourage la capacité à innover. Naïf ? Ah oui, l'Europe a souvent été naïve. Oui. Mais là, sur vraiment le dernier épisode... justement, là, on progresse. Là, on progresse. On s'est laissé quand même imposer certaines choses parce qu'on est face à quand même une personne qui est uniquement dans le rapport de force, alors que nous, on voudrait quand même aussi essayer d'avoir un idéal et pas uniquement d'être dans le rapport de force. Mais je crois qu'il faut s'adapter à son interlocuteur. Il faut être très pragmatique. Et moi, j'encourage l'Union européenne à être très pragmatique et très offensive vis-à-vis de Donald Trump. D'ailleurs, il ne respecte que le rapport de force. Et tout à l'heure, vous me disiez... Dernier mot. D'accord. Vous disiez, est-ce que la régulation de l'IA n'est pas déjà obsolète, vu que tout cela évolue à vitesse exponentielle ? Quand on impose, par exemple, de la régulation de l'IA, le fait que quand vous avez sur vos réseaux sociaux, sur vos smartphones, une photo issue de l'IA, ça soit dit désormais officiellement que ça relève de l'IA, ben ça sert à ça, la politique. Ça sert aussi à ce que nous-mêmes, tous ceux qui nous regardent, puissent regarder les vraies photos et les distinguer des fausses photos. Vous voyez, ça aussi, c'est pas obsolète et ça, c'est une question de valeur fondamentale à faire respecter. Merci. Pour avoir des vraies photos, il suffit de lire la presse aussi. Vive la presse. Libération. Libération et les autres. Merci beaucoup. Merci. Et le Nouvel Obs, évidemment. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Ophélie Coelho, je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. On est aux éditions de l'Atelier. Voilà, vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast. Et là, je vous dis à lundi. Belle soirée.